Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. La 14e législature enregistre sa première proposition de loi. Elle a été déposée par la députée Aminata Touré. La proposition de loi en question limite l'exercice de certaines fonctions par des personnes ayant des liens familiaux avec le président de la République. Dans ce journal, un juriste analyse pour nous cette proposition. Le Sénégal, champion du monde de récital du Coran, grâce à Sorna Ndaté Cissé, vainqueur de la 6e édition du concours international de récital du Coran. Nos équipes se sont rendues à Grand Yoff, au Dara Internat Aïcha Oumoul Mouminine, où elle a fait ses premiers pas dans l'apprentissage du Coran. Et comme tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Et surtout, quand nous emmène ce soir à la rencontre d'un ramasseur d'ordures qui a réussi à asseoir un business rentable. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Proposition de loi limitant l'exercice de fonctions et les responsabilités dans les institutions de la République pour les personnes ayant des liens familiaux avec le président de la République. Une proposition d'Aminata Touré que le juriste Iba Barry Camara approuve. Selon lui, c'est une loi qui renforcera la démocratie. Il est joint au téléphone par Mamadou Sy. En fait, si on envisage la problématique sous cet angle-là, c'est comme si, effectivement, vous préjugez que cette proposition-là ne pourra pas être favorable, justement, à la majorité à laquelle, justement, appartient Madame Touré. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est qu'en vérité, objectivement, il faudrait considérer cette proposition de loi comme étant justement un acte de plus permettant de renforcer et de consolider justement notre démocratie. C'est véritablement un grand acte de bonne gouvernance. En fait, moi, c'est comme ça que je l'envisage. Maintenant, du point de vue politique, c'est vrai qu'on peut penser que c'est une pierre qu'on jetterait dans le jardin justement du chef de l'opposition, parce que quand on sait que effectivement au niveau des instances de décision, on trouve quelques des personnes avec lesquelles donc le président a des liens de parenté ou bien sa femme, etc. Donc on peut penser que effectivement c'est comme si cette proposition-là en vérité constituait une question justement qui pourrait remettre en cause justement une telle possibilité. Mais en tout cas de cause, nous considérons que, en fait, en tant que démocrate, mais c'est une excellente chose et elle n'est pas la première à avoir dénoncé ça. Hein? La société civile, l'opposition, quasiment, le peuple sénégalais a eu à fustiger justement de telles pratiques qui ne sont pas donc des pratiques de bonne gouvernance. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a lancé le projet IPME, un projet de digitalisation des entreprises. 5000 PME seront accompagnées à travers le pays pour l'adoption de technologies numériques. Amadou Barry et Moussa Fall nous en disent plus. Dans un contexte difficile pour l'entreprise sénégalaise, le projet IPME initié par l'Agence de développement et d'encadrement de petites et moyennes entreprises vise à accompagner 5000 sociétés pour les rendre plus performantes grâce à la digitalisation. L'expérience a montré que les entreprises les plus résilientes depuis l'avènement du Covid sont celles qui se sont tournées vers le digital, dira le directeur de la DPME. On sait ce que la crise de Covid-19 a conduit comme impact négatif pour les petites et moyennes entreprises. Celles qui ont su se relever sont souvent celles qui ont su se digitaliser le plus vite ou qui l'étaient déjà, quel que soit le secteur, de la restauration, dans l'agroalimentaire, dans l'éducation, dans tous les domaines, dans l'industrie, dans les services. En gros, faire en sorte
que nos entreprises soient plus compétitives et plus productives. Pour cela, 2 projets pilotes d'une valeur de 130 milliards, financés grâce aux partenaires, ont été présentés au public pour l'accès au financement des entreprises. Cet entrepreneur fait partie des bénéficiaires du financement de la DPME qui a pris part à cette rencontre. L'appui de l'agence a été déterminant, se félicite-t-il. Nous avons eu à bénéficier d'une subvention de 20 millions, dont 15 millions en matériel apicole et 4 500 000 sur le BFR, les besoins en fonds de roulement. Donc grâce à cet accompagnement, nous avons pu installer le plus grand rucher de Dakar, donc au village des Tortues, avec plus de 100 ruches. C'est déjà une ruche école, mais aussi c'est un rucher de production aussi de miel à partir de Dakar. Pour la mise en œuvre d'un tel projet sur l'étendue du territoire, les défis ne manquent pas pour cette agence, mais elle compte s'appuyer sur d'autres structures de l'État pour mener à bien ses activités. Nous sommes en échange avec Sénégal Numérique, l'ex-ADIE, qui, dans les 46 départements du Sénégal, a pu mettre en œuvre des espaces Sénégal Service qui permettent d'accéder à la connectivité et donc qui seront aussi pour nous des lieux où dans chaque département, les acteurs territoriaux pourront se réunir, solliciter la demande. Selon le DG de la DPME, malgré les efforts de l'État, la plupart des entreprises du pays sont actuellement en difficulté. La structure qu'il dirige se donne comme principale mission de participer à la relance de l'économie durement frappée par la conjoncture économique difficile. Et 3 ans après le démarrage des activités du programme d'appui à l'insertion des jeunes ruraux, les acteurs font le bilan à mi-parcours du projet Agripreneur dans la région nord du pays. 214 jeunes sont dans des centres de formation. 3% de ces jeunes ruraux vivent avec un handicap en faible taux selon le chef d'antenne nord du projet qui annonce déjà les objectifs fixés pour l'année 2023. Mor Sorna est au micro de Sekou Diallo et Djibril Sowa. Il y a eu des réalisations qui ont été faites cette année en 2022, mais ça n'a pas été vraiment ce que nous souhaitions avoir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi, qui restent à faire. Et je pense que nous en sommes conscients et nous sommes en train de redresser le projet et de les mettre sur les bons rails, c'est-à-dire qu'actuellement, les activités que nous sommes en train de mener vont porter leurs fruits d'ici décembre 2022. Pour une inclusion sociale, donc les personnes handicapées, les apprentis, les personnes vivant avec le VIH, et en tout cas toutes ces couches vulnérables-là sont des bénéficiaires potentiels du projet. Et nous sommes en train de travailler avec les associations de personnes handicapées pour permettre de les insérer davantage. Les jeunes sont en train actuellement d'être formés après avoir suivi un processus de sélection, n'est-ce pas, qui nous a permis de peaufiner leur idée de projet et de connaître ce dont ils ont besoin avant de les envoyer au niveau des centres de formation. À l'heure actuelle, nous avons 214 jeunes qui sont au niveau des centres de formation. Ils vont être formés en entrepreneuriat, en gestion financière, en formation technique selon leur domaine. Et après cette formation, ils vont bénéficier d'une subvention du projet qu'on appelle Capital 7. Déversement des eaux de pluie au lac Rose, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique s'est rendu sur place pour constater les dégâts après les fortes pluies. Aliou Ndoye a rassuré les producteurs de sel et les acteurs du tourisme. Des mesures seront prises en urgence pour régler la situation du lac. Écoutons-le au micro de Babacar Seck. Et donc aujourd'hui, c'était faire les constats. Des missions nous ont précédés, des missions techniques, avec des pré-rapports qui nous ont été transmis. Mais il était bon que nous-mêmes nous venions regarder et surtout échanger sur place et également avoir de brefs échanges, même s'ils sont brefs, mais avec les acteurs concernés, ceux qui exploitent le sel, ceux qui exploitent les infrastructures touristiques, les artisans, de voir un peu l'impact de cette situation sur leur activité et leur devenir. Le maire qui nous a fait un bon résumé de la situation de sa commune et des communes environnantes.
Donc nous avons demandé que ce travail se poursuive autour du gouverneur, parce que vous avez dû voir que c'est plusieurs ministères qui doivent agir en même temps, en toute collégialité, pour que de façon urgente ils puissent réunir nos différentes directions et que le diagnostic qui est fait soit partagé et qu'il y ait des pistes de solutions dans un très court terme pour certaines qui sont possibles, parce que quand même il ne faut pas promettre ce qui ne peut pas l'être, et d'autres plus structurantes qui demandent des études. Et ces études, certaines sont entamées déjà. Différents services ont parlé d'études qui sont entamées. Et voir qu'est-ce qu'on peut proposer au chef de l'État en termes d'action du gouvernement pour venir appuyer les populations de ces zones-là. Parlons éducation. Les parents d'élèves de la commune de Fan.E Amitié n'achèteront pas de fournitures scolaires cette année. C'est la municipalité qui le fera à leur place. Le maire a décaissé 35 millions de francs CFA pour accompagner durant toute l'année les élèves dans les écoles publiques. La remise des kits scolaires a démarré ce matin et Mamseyna Boubabou et Seydina Mbaye nous font le compte-rendu. Le maire de la commune de Fan.E Amitié décaisse 35 millions de son budget pour l'achat de fournitures scolaires. Les parents d'élèves dans les écoles publiques de la commune sont dispensés d'achat de fournitures, et ceci pour toute l'année scolaire. Nous savons que la situation économique du pays est un peu difficile. Et en tant que maire de la commune, j'ai voulu, en rapport avec mon conseil municipal, venir en aide aux parents d'élèves. Nous prenons en charge les fournitures scolaires des élèves à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet. Donc dans ma commune, les élèves qui sont dans les 7 établissements scolaires n'achètent pas une barre de craie. Cette année, nous sommes à plus de 35 millions. Nous sommes à plus de 35 millions de dépenses. Le maire a également annoncé la rénovation de toutes les écoles de sa commune. À partir de 2023, toutes les classes seront désormais climatisées. Nous voulons reprendre la rénovation de l'ensemble des établissements scolaires de la commune. C'est-à-dire, ce n'est pas des couches de peinture. Nous allons enlever tout ce qui est toiture en tuiles pour faire le coulage de l'ensemble des classes. Nous allons carreler l'ensemble des classes. La peinture, n'en parlons pas, mais l'innovation cette année, c'est à partir de 2023, toutes les classes de la commune seront climatisées. Cette dame a 4 enfants dans l'école publique. Elle est très heureuse d'être déchargée de l'achat de matériel scolaire. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Avec cette vie chère, si le maire vient pour distribuer des fournitures à nos enfants, nous ne pouvons que le magnifier. Ce n'est pas la première fois. Il a l'habitude de le faire. Nous recevons toutes les fournitures qu'il faut pour nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment contentes. Le maire a profité de l'occasion de la remise des fournitures scolaires pour inviter les comités de gestion pour le bon fonctionnement des établissements. Et pour aller à l'école, il faut déjà être inscrit sur le fichier d'état civil. Et selon les dernières statistiques de l'UNICEF publiées en 2019, un enfant sur 5 n'est pas déclaré à l'état civil au Sénégal. Et pour lutter contre le phénomène des enfants fantômes, l'association humanitaire à bras grands ouverts organise des journées de sensibilisation. Et c'est ce que nous expliquent nos correspondants à Mbour, Muntaga Khan et Mamadouba. Dans sa levée de bouclier contre le défaut d'identité des enfants, l'association humanitaire ABGO, à bras grands ouverts, mise beaucoup sur les artistes, notamment ceux de Nianing, pour le volet concernant la sensibilisation. Pour les responsables de l'ABGO, le défaut d'identité est si handicapant qu'il peut ravaler l'homme au rang d'animal. Vous ne pourrez jamais faire le pèlerinage à la Mecque, vous ne pourrez pas sortir de votre pays, vous ne pourrez pas emprunter, vous ne pourrez pas construire, vous n'existez pas, vous ne pouvez pas acheter de terrain, vous ne pouvez pas acheter de voiture. La liste, elle est longue comme mon bras de tout ce que vous ne pourrez pas faire. Mais mieux, c'est que entre un animal et vous, il n'y a aucune différence. C'est pourquoi l'association ne ménage aucun effort dans ce combat. Rien que pour l'année 2022, l'association a permis à 6300 enfants d'avoir un bulletin de naissance. Globalement, sur les pays, au Sénégal, nous sommes actuellement, 6300 cette année, mais avant on en a fait 1 millier, à peu près 1500, à peu près, donc vous faites le compte, on est à 7800. Les responsables de la BGO demandent aux autorités de construire davantage de centres d'état civil
et lance un appel à toutes les forces vives de la nation. Nous demandons aux autorités municipales et sanitaires de créer davantage de centres d'état civil pour limiter les problèmes de non-inscription au registre de naissance. Nous comptons sur les enseignants, les élèves qui sont des relais, les imams, les délégués de quartier, l'église, les groupements de promotion féminine, les jeunes des ASC. L'implantation des services d'enregistrement des naissances au niveau des structures sanitaires reste une des préoccupations les plus poignantes de l'association. Le Sénégal sur la plus haute marche du podium au concours international de récital du Coran. La championne s'appelle Sokhna Ndaté Cissé. Elle a 14 ans et c'est la première femme à avoir remporté ce concours. C'était lors de la 6e édition à Dubaï. Une performance saluée par toute la nation. Ami Fall et Seleman Diallo se sont rendus au Dara où elle a appris à mémoriser le Coran. Regardez. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Âgée de 14 ans seulement, Sokhna Ndaté Cissé devient la championne du monde de récital de Coran. Classée deuxième au concours Sénico de 2021, elle s'est illustrée lors du prix du Saint-Coran qui s'est tenu à Dubaï. Héritage, une performance saluée par toute la nation sénégalaise. Au Dara internat Aïcha Oumoul Mouminin de Grand Yoff, Sokhna Fatima Abdallah Touré ne cache pas sa joie. C'est une belle victoire pour les Dara, surtout les internats pour les filles. Une fierté totale pour nous, les maîtres coraniques. Après cette belle victoire pour le Sénégal, Sokhna Fatima appelle davantage les parents à initier le plus tôt possible leurs enfants en l'enseignement coranique. J'appelle les parents à inscrire leurs enfants dans les internats pour leur éducation islamique. Et justement, à la porte de ce Dara, nous rencontrons un parent d'élève du nom de Mohamed Lamine Djoub qui exprime sa satisfaction. J'exprime ma satisfaction vraiment pour ce Dara. Ma fille est là depuis 4 ans, mais jusque-là, elle n'a rencontré aucun problème. La championne du monde de récital de Coran est rentrée ce 11 octobre au Versailles avec son trophée. Une belle victoire pour le pays qui s'est organisé pour lui réserver un accueil triomphal. Et puis, les journalistes du groupe E-Média s'illustrent encore par leur professionnalisme. Papa Ibrahim Ndiaye et Papa Alioune Sarr ont remporté les 2e et 3e prix télévision du concours national sur l'économie verte. Boudal Ndiaye du quotidien Besbi a remporté le 2e prix en presse écrite de ce concours qui récompense les meilleures productions journalistiques sur les questions liées à l'environnement. Un concours organisé par le CESTI en collaboration avec l'action en faveur de l'économie verte. Félicitations donc à nos champions. Tcherno est ramasseur d'ordures ménagères. Ce soir, on vous fait découvrir les dessous de son métier rempli de préjugés et qui lui a permis de créer beaucoup d'autres emplois. Marcher sous le chaud soleil n'est rien comparé à ce qu'il supporte quotidiennement, l'odeur fétide des déchets, états d'ordures. Depuis 10 ans, la routine de Tcherno se résume à sillonner les quartiers de la ville en offrant un service de ramassage d'ordures. Propriétaire de charrettes remplies d'ordures ménagères tirées par des chevaux, Tcherno a hérité du métier à la suite du décès de son frère. Si je suis devenu aujourd'hui ramasseur d'ordures ménagères, c'est grâce à mon frère. Dès le bas âge, il m'a initié à ce métier. Après son décès,
j'ai continué le travail. Du lundi au samedi, au petit matin, jusqu'à 13h, les boueurs improvisés se décarcassent pour subvenir à ses besoins. Je me réveille à 7h. Je lave mon cheval, lui donne à manger et à boire, puis je pars récupérer les ordures. Je me repose que les dimanches. Ayant réussi à se procurer 3 charrettes, Tierno a mis en place un planning pour s'en sortir, abonnement des clients, embaucher des jeunes, dispatcher le revenu mensuel. J'ai 3 chevaux. Les 2 sont gérés par des jeunes que j'ai embauchés. L'un sillonne le quartier Liberté 6, l'autre Sacré-Cœur, et moi, je gère la cité Kergorgi. C'est grâce à cet argent que je paye mes employés, mon loyer, toutes les charges familiales. Un travail difficile, très fastidieux, mais plutôt lucratif. À la cité Kergorgi, certains payent 3 000 ou 7 000 francs CFA par mois. Ça varie. Certaines écoles aussi me payent 30 000 par mois. Ça marche vraiment. Je m'en sors pas mal. J'arrive à subvenir à tous mes besoins. J'ai même réalisé pas mal de choses. Cependant, les préjugés sur les charretiers et les coups bas de certains clients ne leur facilitent pas la tâche. Tous les charretiers ne sont pas pareils. Certains sont accusés d'être des toxicos, fumeurs ou des alcooliques. Parfois, nous subissons des accusations graves comme le vol. Des clients parfois déménagent sans pour autant nous payer notre dû. Mais nous restons droits dans nos bottes. Quoi qu'il en soit, le jeune éboueur a peur que le pire ne se produise. Je ne peux pas acheter mon cheval à 300 000 francs CFA, une charrette à 250 000, et que du jour au lendemain, on nous demande d'arrêter de faire circuler nos charrettes pour laisser la place au tricycle qui nous laisse faire notre travail. Loin de faire partie de ce qui contribue à aggraver le problème de l'élimination des ordures, chaque jour, Tierno déverse les déchets sur la décharge située à quelques encablures du cimetière de Saint-Lazare. Et c'est ce rendez-vous hebdomadaire d'Aïssatou Kane qui met en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h. Bonne suite des programmes sur ITV.